Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce dernier chapitre qui s'intéresse à la numérisation de l'information ainsi que le stockage. Tout d'abord, on va s'intéresser à ce qu'est un signal. Donc un signal, c'est la représentation physique d'une information. Donc, par exemple, la température, l'heure, la pression, c'est sa représentation physique. Pour transmettre un signal d'un lieu à un autre, il va vous falloir trois éléments. Quelque chose qui va encoder l'information de départ, un canal de transmission, donc un fil, un partage Wi-Fi, une antenne relais, etc. Et enfin, quelque chose qui va vous permettre de décoder l'information de l'autre côté. Donc par exemple, une chaîne de transmission, je dirais traditionnelle, c'est la chaîne avec un téléphone ici. Donc vous avez l'émetteur qui reçoit le signal. Le téléphone transforme ce signal sonore en un signal électrique. Le fil électrique ici correspond au canal de transmission. Donc ici, on va avoir un moyen d'amener le signal jusqu'au récepteur. Ce récepteur transforme le signal électrique qu'il reçoit en signal sonore. Et ensuite, de l'autre côté, on entend ce signal sonore. Donc voilà un petit peu, tout très simplement, comment représenter une chaîne. Donc ici, voilà, vous avez les différents éléments qui sont marqués sur la droite. Alors le son, on vous dit ici que c'est une variation de pression contenue dans le temps. Donc on fabrique un signal électrique qui varie aussi de manière continue dans le temps. C'est tout simplement, on utilise pour ça un capteur qu'on appelle piézoélectrique. Et ce capteur va tout simplement transformer une variation de pression en variation de signal électrique. Il est très important de faire la différence entre un signal analogique et un signal numérique. Donc un signal analogique, on le voit ici, il est ce qu'on appelle continu, c'est-à-dire que le signal peut prendre n'importe quelle valeur sur une gamme entre deux extrêmes. Ici, entre cet extrême-là et cet extrême-là, il semblerait que le signal n'évolue pas en dehors de ces deux extrêmes. Par contre, entre ces deux extrêmes, eh bien, le signal peut prendre n'importe quelle valeur. Lorsqu'on est sur un signal numérique, donc on a toujours les extrêmes, mais cette fois, on le voit ici par des petits paliers. Le signal numérique, lui, ne peut prendre que des valeurs particulières. Il ne peut pas prendre toutes les valeurs. Donc ici, par exemple, si l'on a un signal qui se trouve à peu près, on ne voit pas bien ici avec le curseur, si je prends un feutre, si on avait une valeur de signal à peu près ici, eh bien vous voyez que ce signal-là, on ne peut pas lui attribuer la valeur. Il faut choisir le plus proche. Donc ici, on se placerait légèrement en dessous pour avoir la bonne valeur. Voilà un petit peu la différence entre analogique et numérique. Alors pour enregistrer l'analogique, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps au niveau de l'audio par exemple. On pouvait utiliser des cassettes audio comme c'est ici le cas. Et ici, le signal était transformé en tension analogique électrique. Et ensuite, on envoyait ça donc à une bobine qui était montée sur une bague et qui allait du coup imprimer le son musical sur la bande magnétique. C'est donc cette méthode de stockage qui était utilisée. Donc on avait une tension du micro, le magnétophone enregistrait sur un support magnétique ce signal analogique. De nos jours, ce n'est plus trop le cas. On utilise donc toujours un micro pour enregistrer le signal sonore au départ, puis on utilise un convertisseur qui va transformer ça en un signal numérique. Et ce signal numérique sera utilisé pour former un fichier MP3, et donc c'est ce fichier MP3 numérique que l'on va utiliser maintenant. Vous avez maintenant deux petites questions ici, donc je vous laisse faire pause et y répondre, puis vous revenez pour la correction. Donc ici deux petites questions. Donc d'après le document ci-dessous, est-il possible d'enregistrer un signal numérique sur un support magnétique? Donc peut-on mettre des 1 et des 0 sur un support magnétique? Eh bien oui, rien ne va de l'empêcher. On peut mettre des 1 et des 0, et d'ailleurs ça a été utilisé ça sur les premiers ordinateurs où on chargeait les programmes à partir de cassettes magnétiques. Et donc sur ces cassettes, il y avait des 1 et des 0, donc un signal numérique pour l'ordinateur. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, sur la deuxième question, est-ce qu'il est possible de conserver la nature analogique d'un signal dans un fichier audio généré par un ordinateur? Donc là, non. Une fois que
il est passé dans le convertisseur, qu'il a été transformé en numérique, une partie de l'information, et on va le voir après, a disparu. Et donc il est impossible de revenir en arrière. Alors, maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment on va justement numériser un signal analogique et le transformer en numérique. Alors il y a deux étapes qui sont données ici, donc l'échantillonnage, ici, et la quantification, là. Donc, dans un premier temps, on va découper le signal analogique. Donc ici, le signal analogique, c'est ce que vous avez en jaune. On va découper ce signal analogique en petits échantillons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va prendre la valeur du signal à un instant donné. Alors ici, par exemple, si je prends un stylo, voilà. Donc, vous voyez ici, on prend la valeur du signal à ces endroits spécifiques ici. D'accord? Donc, à ces endroits-là, je regarde combien vaut le signal. Donc, et ça représente donc ces différents points rouges. Une fois qu'on a ces points rouges, on veut éviter d'avoir juste un point, puis ensuite rien du tout, c'est-à-dire des zéros. Donc en fait, on va faire ce qu'on appelle un blocage. Et ce blocage, c'est ce que vous voyez ici par les traits qui sont représentés. Donc ici, par exemple, vous avez un blocage. La valeur ici est restée bloquée. Alors c'est très rare que la valeur bloquée soit au milieu comme ça. Donc normalement, on a plutôt quelque chose du style de ce que j'ai représenté à droite ici. Et lorsqu'on va faire le palier, on va garder la valeur pendant un certain temps, puis on va monter jusqu'à ce que la prochaine est prise, puis on bloque, puis on monte, puis on bloque, etc. Donc on aura plutôt tendance à voir sous cette forme-là, plutôt qu'avec la valeur au milieu comme ceci. Alors ici, ce qui est important, c'est cette TE, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. En prenant son inverse, ça devient la fréquence d'échantillonnage, et c'est généralement ça que l'on va spécifier dans les données. C'est la fréquence à laquelle on va aller chercher l'information sur le signal. On peut facilement comprendre que si le choix de cette fréquence d'échantillonnage est très important, parce que si la fréquence est trop faible, c'est-à-dire que la période est trop grande, eh bien on peut facilement se rendre compte que l'on va commencer à perdre des détails du signal, et donc le signal va devenir de moins en moins bon. Mais c'est une histoire de compromis, alors, pour deux raisons. Tout d'abord, si vous avez un système qui doit convertir en direct, eh bien, il faut que l'ordinateur ait le temps de faire sa conversion. Donc si vous essayez d'échantillonner trop fréquemment, eh bien, votre système derrière ne suivra pas. Donc vous avez une limite inférieure, si vous voulez, qui est due à la technologie. Et puis ensuite, vous avez aussi le problème du stockage. C'est-à-dire que plus vous allez prendre des points lorsque vous faites votre conversion numérique, plus votre fichier sera grand à la fin. Donc il y a aussi un compromis ici entre la qualité que l'on veut obtenir, les détails que l'on veut obtenir du signal, et la taille finale du fichier. Donc c'est un choix à faire et dont il faut tenir compte lorsqu'on numérise un signal. On s'en rend bien compte donc, sur l'illustration suivante ici, donc, où ici vous avez une fréquence d'échantillonnage qui est plus élevée que celle d'en bas. Vous voyez que le signal numérisé ici ressemble beaucoup plus à l'original que le signal numérisé dans ce deuxième cas où la fréquence d'échantillonnage est plus faible. Donc ici vous avez quelques applications, donc même chose, je vous laisse répondre aux questions, puis vous revenez pour la correction. Alors on vous dit déterminer dans l'exemple de la figure 6 la période TE d'un échantillon et en déduire la fréquence d'échantillonnage. Bien, donc ici il y a un petit décollage. Donc ici on peut le voir quand on regarde ce schéma. Vous avez ici une période d'échantillonnage, 1, 2, 3, 4 et demi. Donc sur 1 milliseconde, vous avez 4,5 périodes d'échantillonnage. Donc ensuite il suffit du coup de faire un tout petit calcul, puisque donc on a en 1 milliseconde 4,5 périodes. Donc on effectue ce simple calcul de 1 divisé par 4,5. Ce qui nous donne donc 0,22 millisecondes. Donc voilà la période d'échantillonnage. Donc ça c'est ce qu'on appelle TE.
Du coup, pour avoir la fréquence d'échantillonnage, eh bien, il suffit de faire 1 sur TE. Donc ici, on met bien en secondes. Donc, vu qu'on avait des millisecondes, ça nous donne 0,22 10-3, ce qui donne 4545 Hz. Donc la différence entre les deux numérisations ici, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la fréquence d'échantillonnage qui est 2 fois plus importante sur le 1 que sur le 2. Et donc on a un signal qui est meilleur. Pourquoi est-il important que le signal numérisé soit le plus fidèle possible au signal analogique? Bien sûr, parce que si ça ne l'est pas, on va perdre de l'information. Donc si vous avez du son par exemple, eh bien, si le signal change, eh bien, votre voix va être modifiée et ne va plus du tout avoir la même sonorité, et surtout tout ce qui est aigu. Donc les graves généralement vont rester à peu près corrects, mais tout ce qui est aigu, tout ce qui est haute fréquence, va se retrouver affecté très rapidement. Que faut-il pour qu'un signal numérisé soit le plus proche possible du signal analogique? Eh bien, il va falloir en effet que cette période d'échantillonnage soit la plus faible possible. Mais c'est une histoire de compromis, et c'est la question E vient dans ce point-là. Quel est le principal inconvénient d'un signal numérisé très fidèle au signal analogique? Eh bien, c'est qu'il sera très volumineux, puisque dans ce cas-là, on aura beaucoup de données pour le représenter. Et donc, une fois que le signal a été échantillonné, il va falloir faire ce qu'on appelle le quantifier, c'est-à-dire lui donner une valeur numérique et le transformer en quelque chose de numérique. Parce que pour le moment, il est toujours analogique. Il a beaucoup moins de valeur qu'avant, d'accord, puisque on est passé de quelque chose qui avait une valeur, un nombre infini de valeurs, un grand nombre de valeurs, à quelque chose qui n'en a plus que quelques-unes. Donc ici, en fait, le nombre de valeurs qui nous reste, c'est les points rouges qui sont sur cet écran. Mais alors qu'avant, on avait une infinité de points entre deux points rouges, qui ne sont plus là. Donc tout ce qui était ici, là, que je repasse en jaune, ça c'est d'autres valeurs qui ne sont plus là. Donc on a réduit cette quantité-là. Mais le signal est toujours analogique. C'est juste qu'au lieu d'avoir des valeurs qui n'arrêtent pas de changer, eh bien on a cette valeur-là, puis cette valeur-là, puis cette valeur-là. Donc beaucoup moins de valeurs à stocker. Et ces valeurs restent constantes pendant un certain temps. Mais le signal n'est pas encore numérique. Donc il va falloir le quantifier. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle du binaire. Alors le binaire, eh bien, vous en avez sans doute entendu parler, c'est quelque chose qui est constitué de 0 et de 1. 0 pour faux, 1 pour vrai, hein, ou 0 pour 0, 1 pour activé. D'accord? Donc on appelle ça des bits BIT pour les 0 ou les 1. Lorsque vous avez 8 bits les uns à côté des autres, donc comme ici par exemple, ce nombre-là c'est un nombre 8 bits, eh bien on appelle ça un octet. C'est pour ça que sur vos ordinateurs, vous parlez en mégaoctets, gigaoctets, etc. Donc en fait ce sont des mots de 8 bits. On appelle ça un mot quand il y a un certain nombre de bits à l'intérieur. Donc cette succession de 1 et de 0 permet d'écrire les nombres décimaux. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la position de chaque bit est affectée d'un coefficient multiplicatif. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il est important de comprendre. Le plus à droite possède un coef de 1. Donc 0 vaut 0 et 0,1 vaut 1. Le nombre à la gauche du précédent possède un coef de 2. Donc par exemple, si vous avez 10 ici, le 0 en bas vaut 0, et le 1 ici, vu qu'il est un coef de 2, eh ben, il vaut 2. Donc ça fait 2 plus 0, ce qui fait 2. 11, ça fait 2 pour celui-là, plus 1 pour celui-là, ce qui fait 3. Et on continue comme ça, en augmentant les puissances de 2. Donc après 2 vient 4, puis après 4, on le met à la puissance 2, donc 2 fois 4. 4 fois 4, 16, pardon, puis 32, etc. etc. D'accord? Donc en fait ici, voilà, donc en fait c'est des puissances de 2. Donc ces puissances de 2, je peux les écrire en dessous, donc 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1, 2, 4, 2 puissance 3, 8, 2 puissance 4, 16, 2 puissance 5. On multiplie par 2 à chaque fois le nombre précédent, 32, 64 et donc 128. D'accord? Donc en fait, ici, si j'ai un 1, ça me fait 1 fois 2, par exemple, cet ensemble. Ce 1 là, en quatrième position, il vaut
un coefficient 8, donc il vaut 8. Celui-ci en 1 vaut 32 là, et celui-ci vaut 128. Donc ici, en effet, on aurait 128 plus 32, donc ce qui fait 160. 160 plus 8, 168, plus 2, 170. C'est bien ce qui est marqué ici. Les zéros, eux, font que ce coefficient n'est pas utilisé. Donc voilà, avec ça, on peut écrire en fait tous les nombres entre 0 et 255 avec ces 8 bits. Donc en fait, pour savoir combien de valeurs il y a, eh bien tout simplement on fait 2 puissance n, avec n le nombre de bits, donc 2 puissance 8. 2 puissance 8 c'est le double de 128, donc ce qui fait bien 256 valeurs différentes qui vont de 0 en fait à 255. Donc 256 valeurs. Ok, donc là on a expliqué un petit peu ce qu'est le binaire. Donc comment va-t-on quantifier maintenant le signal? Alors, avant de s'intéresser au petit texte, on y reviendra plus tard après, on va tout simplement le faire plutôt sur le schéma. Bien, donc ici il y a eu un petit problème sur mon schéma, donc j'ai remis en bleu les points tels qu'ils doivent être. Donc normalement sur le document Word que vous avez c'est bon, sur le PDF je ne sais pas pourquoi ils sont décalés. Donc ici en bleu, ce que l'on a fait, c'est-à-dire l'échantillonnage. Donc cet échantillonnage, ici c'est pas représenté, mais une fois qu'on a échantillonné, on va bloquer la valeur, donc je vais représenter un plus petit quand même, donc on va bloquer la valeur ici, d'accord, puis jusqu'à la prochaine, et obtenir donc une sorte de système de signal en dents de scie comme ça, d'accord, voilà, etc. Donc ça c'est notre, en bleu, c'est notre signal échantillonné, bloqué. Maintenant il va falloir le numériser, ce signal. Et pour le numériser, en fait, on va avoir un certain nombre, on va pouvoir découper la gamme des tensions, donc ici qui vont de moins 4 volts à plus 4 volts, et bien cette gamme des tensions, on va la découper en petits morceaux. Ici, vous voyez qu'on l'a découpé en 8 morceaux. Et une fois qu'on a fait ce découpage, eh bien les valeurs qui nous sont disponibles sont les valeurs qui correspondent à ces traits. Donc qui correspondent aux valeurs qu'on a choisies. Donc ici on a droit à 8 valeurs, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc le signal, les valeurs qu'on a bloquées qui sont encore analogiques, on va devoir maintenant les passer à quelque chose de numérique en respectant cette limitation des 8 valeurs. Donc ici, pour la première, alors j'avais oublié de représenter le premier en bas ici, donc je vais juste le faire. Donc on avait ici un point bleu aussi. Donc pour le premier point en bas, le moins 4, bien, le signal valait moins 4, et moins 4 est une valeur disponible. Donc on va pouvoir laisser moins 4, pas de problème. Par contre pour le deuxième, celui-là, vous voyez que celui-là il est entre moins 1 et moins 2. Donc on ne peut pas le prendre, parce qu'on choisit soit moins 2, soit moins 1. Et ici, le plus proche semble être moins 2, puisque c'est moins 2 qui a été choisi. La même situation se pose ici, où on est entre 0 et 1, mais plus proche de 0, donc on va choisir 0, etc., etc. Et on va faire ça tout le long. Donc parfois le point vert sera pile au bon endroit, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici. Parfois le point vert sera en dessous, comme c'est le cas ici. Parfois il peut aussi se retrouver en dessus, comme c'est le cas là. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va maintenant numériser. On n'est plus qu'autorisé qu'à utiliser certaines valeurs. Et on ne peut prendre que celle-ci. Donc là, à la sortie d'ici, notre signal, si vous voulez, va ressembler à ça. Donc le signal en vert. Donc vous voyez que ce signal ressemble à celui d'origine. Il est juste un petit peu moins. Ouais, là j'aurais pas dû mettre ce point. C'est pas grave. Il est juste un petit peu moins similaire à celui d'origine, mais l'idée y est. D'accord? Et vous voyez que je ne peux maintenant, lorsque je maintiens le signal, je ne peux rester que sur des carreaux, des lignes qui correspondent aux carreaux horizontaux. Je ne peux pas me trouver entre pour mes valeurs.
Sur le schéma du dessous, ici, on peut voir l'effet du choix du découpage vertical. Donc sur la partie haute, ici, j'avais 8 valeurs. Sur celle-ci, vous voyez, je n'en ai plus que 4. Et vous voyez bien que les points verts doivent toujours respecter la règle, c'est-à-dire se trouver seulement sur ces lignes horizontales. Et donc forcément, ça laisse moins de choix. Et le signal final, du coup, va être beaucoup moins fidèle à celui d'origine. On va avoir quelque chose comme ça. Donc ça ressemble toujours, mais on a quelque chose qui est tout de même, je me suis trompé, qui est tout de même moins fidèle que celui d'origine. Là, vous voyez qu'on perd toute la variation ici a disparu. Et on a quand même quelque chose qui est moins joli, qui ressemble moins au signal d'origine que ce que l'on a là-haut. Ici encore, vous avez quelques questions. Et donc, vous pouvez y répondre et puis revenir pour la correction. Donc en ce qui concerne la correction, donc sur les graphes de la figure 8, la fréquence d'échantillonnage est la même, déterminer sa valeur. Donc ici, on peut voir qu'on a 1 seconde entre chaque valeur, chaque point bleu ici. Donc la période d'échantillonnage, c'est 1 seconde. Donc la fréquence, c'est tout simplement 1 Hz. 1 sur 1, ça fait 1. Deuxième question, après quantification de la courbe, on obtient les points verts. Déterminer la valeur du pas sur le graphe du haut. Donc ici, on a un pas de 1, puisque on passe de 1 en 1. Pour le graphe du bas, on a un pas de 2. Chaque saut correspond à 2 valeurs. Quel de ces deux convertisseurs, celui qui a la plus grande résolution? Donc c'est celui d'en haut, il a une meilleure précision. Et quel est l'intérêt d'avoir une meilleure résolution lors de la quantification? Vous voyez que ça permet d'avoir un signal qui ressemble beaucoup plus à celui d'origine. Donc on a quelque chose de beaucoup plus fidèle. Alors je reviens rapidement sur la partie cours et surtout sur cette formule ici qui nous permet de calculer le pas qui vous était demandé avant. Donc vous avez vu le pas, c'est de combien on se déplace entre deux valeurs. Alors là on avait des pas qui étaient entiers, qui étaient assez évidents, donc il suffisait de lire sur le graphique, c'était assez évident. Parfois il va falloir les calculer. Et donc pour les calculer c'est très simple. Le pas c'est tout simplement la gamme de valeurs horizontales. Donc par exemple ici, si l'on veut un signal qui va de moins 10 volts à plus 10 volts, eh bien la gamme c'est de moins 10 à 10, c'est-à-dire 20 volts de gamme. Si on utilise un convertisseur 4 bits, le nombre de valeurs c'est 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 valeurs possibles. Donc dans ce cas-là, le pas, on va tout simplement diviser ce 20 par le nombre de possibilités, c'est-à-dire 16. Alors il est tout à fait possible, cette formule-là, vous en avez deux variations, soit celle-ci, soit celle-là. 2 puissance n moins 1, ce qui est assez logique, parce que, en fait, si vous avez 16 valeurs, alors je vais le faire avec 4 bits par exemple, avec 2 bits, donc 2 puissance 2, ce qui fait 4 valeurs. Si je place les 4 valeurs, d'accord, vous voyez qu'en fait, le pas qui est l'intervalle entre deux valeurs, il y en a en fait 3. Donc, avec 4 valeurs au total, donc ici j'aurai 0, 1, 2, 3, et bien cela me donne 3 intervalles, et donc 3 pas. Donc en fait c'est assez logique de diviser les valeurs que l'on veut représenter par 2 puissance n moins 1, par le nombre de pas que l'on va avoir. Ici, il faudrait mettre divisé par 3 pour avoir quelque chose de réaliste. Bon, souvent, n est suffisamment élevé pour que ça ne fasse pas une grosse différence que l'on enlève 1 ou pas. Donc, on peut garder cette formule de a sur 2 puissance n. Quelques petits exemples ici. Donc là, 20 volts répartis sur 16 valeurs, ça nous fait 1,25 volts. Et donc le nombre 0,000, donc 0 vaudra la tension la plus faible, c'est-à-dire moins 10 volts. Le nombre 1, d'accord, ici ça vaut 0 et ce dernier chiffre vaudra 1, eh bien il vaudra moins 10 puisque c'est le point de départ, plus 1,25 puisqu'on s'est déplacé d'un pas, ce qui fait moins 8,75 volts, etc. Si on prend
0,100. 0,100 ici, sur le calcul, ça nous vaut 4. Donc, ça veut dire qu'on s'est déplacé de 4 pas, 4 fois 1,25. On rajoute ça à notre point de départ, c'est-à-dire moins 10. On tombe sur moins 5 volts. Donc, vous voyez qu'en connaissant le nombre binaire, on va pouvoir, grâce au pas, remonter à la tension d'origine. Et ça, c'est le plus important parce qu'en effet, le signal, une fois qu'on l'a numérisé, donc là c'est ce qu'on a fait avec les points verts, il va falloir le quantifier, c'est-à-dire lui donner une valeur binaire. Et à partir de cette valeur binaire, donc ces nombres-là, on va pouvoir remonter jusqu'à la tension en utilisant le pas. Donc le pas, c'est important de le définir à chaque fois. Je vous laisse maintenant répondre à ces questions, puis vous pouvez revenir pour la correction qui vous montre donc ces deux étapes. Bien alors ici il y a un petit problème sur mon fichier puisqu'il y a eu un décalage qui apparaît sur le PDF encore une fois. Donc du coup le signal est décalé vers la gauche, ce qui fait que les points ne correspondent pas à ce que vous avez vous. Donc bon, tant pis, moi j'ai fait en cohérence avec ce que j'ai ici. Et donc j'ai continué les différents points. Donc ici vous voyez on s'agit de faire l'échantillonnage et donc juste prendre la valeur telle qu'elle est. Donc je prends la valeur du signal au moment de l'échantillonnage, donc vous voyez qu'ici en fait on échantillonne 2 fois par carré horizontal, donc sur le trait et au milieu du trait. Donc en fait j'ai toujours échantillonné à cet endroit-là. Une fois que, donc ici on vous demande la période d'échantillonnage, bon ben, vous voyez qu'en fait on a 1 milliseconde sur un gros carré, donc ça fait 0,5 millisecondes pour la période d'échantillonnage de ce signal. Donc ici, j'ai continué en rouge, en vert, pardon, le signal d'échantillonnage. On vous dit qu'ici, on a un pas de 50 millivolts. Donc 50 millivolts, ça signifie normalement que c'est donc chaque carré plein comme ça. Là encore, il y a un décalage. On vous dit de reproduire la quantification. Donc je vais le faire d'une autre couleur. Mais là encore, vous n'aurez pas exactement le même résultat. Voilà, et donc là, vous voyez, maintenant, je n'ai plus le droit que d'être sur des carrés entiers. Donc je vais choisir à chaque fois la valeur la plus proche de mes traits verts pour faire le trait rouge, ici qui représente la quantification du signal. Maintenant qu'on a ce signal quantifié, il va falloir le numériser. Et pour ça, on va lui donner une valeur binaire. Bien, donc ici, j'ai numéroté chaque valeur possible par des nombres binaires, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien sûr, là, ici, on n'est pas des nombres binaires, mais en binaire, donc ici, on aurait 0, 0, 0. Ici, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4 et la valeur 5. D'accord ? Donc, je suis obligé de passer par 3 bits en effet pour ça. Alors, ici on est limité à 5 valeurs. Et maintenant, je vais tout simplement regarder les positions sur mes traits rouges, et en déduire la valeur binaire correspondante. Donc si je prends ce premier ici, je vois bien qu'il est sur le 1. Donc en fait, ici, je vais tout simplement noter le numéro 1 pour l'emplacement 0. Ensuite, je vois que je suis à la valeur 2. Je reste à la valeur 2. Je reste encore à la valeur 2 deux fois de plus, avant de redescendre à la cinquième valeur, à la valeur 1. Première valeur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. D'accord ? Donc ici j'ai bien 1, 2, 3, 4 valeurs à 2. Et pour la sixième valeur, en fait, puisqu'il y a la valeur 0 ici, je redescends à 1, où je reste 2 fois à 1. Donc ici, je mets un 1. Puis, on le voit, je remonte à 2 pour le 7. Puis, je monte à 4 pour le 8. Je reste à 4 encore une fois. Je monte à 5. Puis, je redescends à 4 où je reste 2 fois là. Et ensuite, pour la 13e valeur, je suis à 3. Voilà. Donc il n'y a pas de 14e et de 15e
valeur ici sur le mien, mais sur le vôtre, ça doit fonctionner parce que les choses sont décalées. Donc vous n'allez pas obtenir les mêmes choses, et c'est très bien, comme ça, ça vous permet de vraiment faire le vôtre, mais l'idée est là. Donc là, vous avez vraiment la façon de le traiter. Et la dernière chose ici, donc on a un petit exercice sur un petit peu tout ça. Alors il y a la mise en pratique sur Audacity, donc bon, on n'a pas les fichiers, là je peux vous les envoyer si jamais vous voulez les tester chez vous. Je vais rapidement vous dire un petit peu ce que l'on doit trouver, ce que l'on va montrer. Mais sinon, bon, vous pouvez, Audacity c'est un logiciel gratuit, donc vous pouvez l'installer. Et je peux vous envoyer donc les fichiers. Bien, donc regardons un petit peu le premier exercice. Donc ici, on nous dit qu'on a un circuit intégré qui est un convertisseur donc avec 22 bits. Le temps de conversion c'est 80 millisecondes. La tension évolue entre plus ou moins 5 volts, donc entre moins 5 volts et plus 5 volts, et on échantillonne à 12 Hz. Alors, sachant que la résolution d'un convertisseur est donnée par la relation 2 puissance n, où n est le nombre de bits disponibles, on vous dit déterminer le nombre de pas disponibles avec la tension d'entrée indiquée. D'accord ? Donc ici, on va avoir en effet, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pour ça que la formule de tout à l'heure posait problème. Donc en effet, ici, on va avoir 2 puissance n moins 1 pas disponible. Donc dans notre cas ici, puisque l'on a 22 valeurs, donc ça fait 2 puissance 22 moins 1, ce qui va donner 4 194 303 pas. En déduire la valeur du pas, eh bien ici, il suffit d'appliquer la formule que l'on a vue tout à l'heure, qui nous dit que c'est A sur le nombre de pas, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1. Ici, les tensions varient entre moins 5 et 5, donc ça nous fait 10 volts au total, divisé par donc, ce fameux 4 194 303, ce qui va nous donner un pas de... Ce qui fait donc 2,4 10 moins 6 volts, soit 2,4 microvolts. Déterminer la période d'échantillonnage. Bon, ben là, c'est facile. On sait que la période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc, ce qui nous fait 1 divisé par 12. Ce qui nous fait donc 0,083 secondes, soit 83 millisecondes. Alors pourquoi la période d'échantillonnage doit être supérieure au temps mis par le CAN pour traiter une conversion? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il ne faut pas que l'on ait une nouvelle valeur qui arrive dans le système avant que cette valeur ait fini d'être convertie. Or ici, on nous dit que le système met 80 millisecondes pour faire sa conversion. Et on voit qu'on prend une valeur toutes les 83 millisecondes. Donc on a une marge de 3 millisecondes entre deux prises de valeur et conversion. Mais on est bon, puisqu'on prend les valeurs moins souvent qu'il ne faut, en moins de temps qu'il ne faut pour les traiter. Donc c'est bon ici. En ce qui concerne donc ensuite la mise en pratique utilisant Audacity, donc là, vous pouvez faire ça chez vous en zoomant sur les signaux. Et vous allez donc vous rendre compte, selon différents paramètres, donc ici vous avez la fréquence d'échantillonnage, donc 44 kHz, 22, 8, 44 kHz, donc ici c'est la fréquence à laquelle on échantillonne, donc c'est ce que l'on vient de faire, donc plus cette valeur est grande, plus on va avoir un grand nombre de valeurs qui sera prise. Ici c'est le nombre de bits que l'on utilise pour quantifier, pour numériser la valeur, donc ça nous donne ici 2 puissance 16 possibilités, alors que celui-là ne nous en donne que 2 puissance 8. Et ici, donc après, il faut regarder un petit peu les fréquences maximales que l'on obtient, donc ça, on le fait en observant le spectre. Taille du fichier, etc., puis qualité du son, qualité du signal. Alors, j'ai pas les valeurs en tant que telles à disposition, mais ce que l'on va faire, c'est, on comprend bien que si la fréquence d'échantillonnage est 44 kHz,
avec un nombre de bits de quantification, eh bien la taille du fichier sera la plus importante. Donc je vais mettre 4 plus ici. Plus on va descendre en fréquence d'échantillonnage, plus cette taille va diminuer. D'accord ? Et ici, on va avoir quelque chose qui va être à peu près entre les deux, puisque on augmente à nouveau la fréquence d'échantillonnage, mais on diminue le nombre de bits de quantification. La fréquence maximale du signal, eh bien, on va s'apercevoir que plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus on va pouvoir garder les hautes fréquences. Donc si on a un signal, ici, il se peut que le signal musical monte jusqu'à à peu près 16 kHz. Avec 22 kHz, probablement, généralement, on va diviser par 2, on ne pourra pas aller plus haut que 11 kHz, et avec 8, on ne pourra pas aller plus haut que 4 kHz. Et donc ici, on va perdre une grosse partie de l'information, et notamment tout ce qui est aigu, au-dessus de 4 kHz, donc tout ce qui est entre 4000 et 20 000 que l'on peut entendre, toutes ces fréquences-là, donc aiguës, vont disparaître, et du coup le son sera beaucoup plus désagréable. Ça ressemble plus au son écouté derrière une porte que voilà, le vrai son que l'on devrait obtenir. En ce qui concerne le dernier, alors ici la fréquence d'échantillonnage est bonne, donc on doit pouvoir avoir à peu près tout le signal. Par contre, au niveau du nombre de bits de quantification, on va en avoir beaucoup moins. Donc en fait, le signal va être moins précis et on va perdre au niveau de la qualité. Par contre, au niveau de la fréquence, on ne va pas perdre. Donc ici, si on était sur 16 pour le premier, on va rester sur 16. Pour la qualité du son, donc ici, on sera plutôt à plus. Ici, on sera pas terrible du tout. On va perdre beaucoup. Et puis, ici, on sera plutôt à moins parce que le fait qu'on quantifie mal, on va perdre de la qualité du son. Pas vraiment sa fréquence, mais on va perdre la précision. Donc, on risque d'avoir ça risque de sonner faux, par exemple, au niveau du son. Au niveau de la qualité du signal, bon, c'est la même chose, ça se recoupe ici. Donc au niveau du signal, c'est à peu près pareil. Donc quelques conclusions à la fin. Quel est l'effet de la fréquence d'échantillonnage sur la qualité du son? On l'a vu, si elle diminue cette fréquence d'échantillonnage, la qualité du son diminue. Le théorème de Shannon dit qu'aucune information n'est perdue si la fréquence d'échantillonnage est au moins supérieure ou égale à 2 fois la fréquence la plus élevée du signal. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend 44 kHz? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que la fréquence à laquelle on peut entendre au maximum, c'est 20 000 Hz. Donc, si on multiplie par 2, ça fait 40 000 Hz. Donc, on prend quelque chose qui est au moins supérieur ou égal à 2 fois la fréquence la plus élevée du signal. Et ce qui nous donne 44 000 Hz. Alors, ici, j'ai mis 16 000, ça en coupe un petit peu, mais parce qu'il n'y avait certainement rien dans ce signal qui était au-dessus de 16 000. Quel est l'effet du nombre de bits de quantification sur la qualité du son et sur le signal? Donc sur la qualité du son, ça a un effet, ça va diminuer, ça va faire que le signal sonne plus faux. Et la qualité du signal, on verra, si on regarde le signal, on verra des paliers qui sont plus importants. Alors c'est vrai qu'ici, on va plutôt être sur du moins, je pense, avec 8. Puisque on verra des sauts qui sont beaucoup plus comme ça, alors que l'autre serait plus comme ça. Donc on va vraiment voir cette différence entre le 8 bits et le 16 bits. Entre ces deux-là. Enfin, surtout entre celui-là et celui-là. Quel peut être l'intérêt d'utiliser des fréquences d'échantillonnage plus faibles ou des nombres de bits de quantification plus faibles? Eh bien, ici, c'est toute une histoire de compromis sur la taille. En effet, plus on échantillonne, plus on va avoir des valeurs, et plus le nombre de bits est important, plus il faut des octets là il faut 2 octets pour une valeur, alors qu'ici il ne faut qu'un octet pour une valeur. Donc on comprend facilement que ce fichier-là sera 2 fois plus lourd que celui-ci. Et celui-ci, pareil, puisque là on a fait 44 000 fois par seconde, alors qu'ici on prend que 8000 points par seconde, ou ici, pour simplifier, 22 000 points par seconde, donc la moitié. Donc là, ce fichier-là fera la moitié de la taille de celui-ci. Donc ici, c'est une histoire de compromis au niveau de la taille du fichier. Voilà donc pour ce chapitre.
pour toute cette partie-là, numérisation. Il nous reste la partie image que je ferai sur une autre vidéo. Voilà, je vous laisse à vos exercices. Bon courage à tous. Au revoir.